Nous sommes sur la commune du Chamblac, chez un apiculteur, chez deux apiculteurs, Florent et Céline. Bonjour à vous. Bonjour, bienvenue à la mielerie de Chamblac. Votre entreprise, quel type d'entreprise, quel est le statut de cette entreprise? Eh ben, on est une exploitation agricole, donc on est à la MSA comme les agriculteurs. Et au sein de ces entreprises, on a deux structures, l'entreprise de Céline et la mienne, et on est regroupés sous le nom la mielerie de Chamblac. Ben, ça fait 4 ans qu'on est installé. Alors moi, ça fait 20 ans que je suis apiculteur, mais qu'on a créé la mielerie de Chamblac, ça fait 4 ans. Et voilà. 2020, ouais. Juin 2020. Ouais, on arrive à Chamblac à ces dates-là. Quel est votre parcours? Eh ben moi, parcours agricole, mais j'ai toujours été apiculteur, c'est toujours été un rêve d'enfant de vivre avec les abeilles et je suis bien content parce que c'est très épanouissant et on travaille sur des équilibres naturels et donc c'est un métier qui est passionnant parce que on travaille en extérieur avec la nature, en l'observant, en apprenant à toujours mieux la comprendre pour mieux valoriser les petits miracles de la nature, parce qu'en fait faire du miel c'est un peu valoriser les miracles que notre environnement, notre nature nous offre, quoi. Approche-toi, tu fais son côté là. Donc là, on ouvre la ruche, hein, Florent. Ouais. On va jeter un petit coup d'œil. Donc ça tourbillonne, hein, ça s'agite autour de moi. Il n'y a pas de risque. Hein. Non. Elles sont dociles. Elles sont douces, faut être calme. Après. Il ne faut pas les déranger surtout, hein, c'est ça. Donc là, tu vois, on a rajouté une hausse. Elles sont en train de commencer à monter dedans. Et là, vous aspergez pour les calmer un peu. La fumée va couper la communication entre les abeilles, donc le message d'alerte va pas passer. Et puis en fait, ça les calme, quoi. Sinon, c'est le message d'alerte signalant qu'il y a un ennemi dans les parages. Et ce qu'il faut, c'est être doux, être calme, et puis c'est des abeilles sélectionnées. Elles vous connaissent, hein, sur le bout des doigts. Alors comment elles sont belles. Regardez. Il y a de la vie. Hein. Donc là, on est sur la mielée d'été, elles sont en train de rentrer. C'est principalement de la ronce, trèfle, un peu de troène qui traîne. Il y a un tout petit peu de tilleul dans les parages, dans les parcs de châteaux. Et vous voyez, elles sont quand même super cool. Elles s'aventurent assez loin autour de chez vous. Ouais, une abeille, en général, on dit qu'elle va à 2, 3, des fois 4 km. Mais elles retrouvent toujours leur habitat. Ouais, elles ont des bons GPS. Hein. Et en fait, il faut que l'abeille, l'idéal, c'est qu'elles aillent le moins loin possible, qu'elles soient au plus proche de la fleur. C'est une forme d'alchimie. Ah, complètement. Ben oui, complètement. C'est une alchimie en fait entre l'abeille, la fleur, l'homme et la météo. Parce que la météo, en fait, fait énormément, quoi. Qu'est-ce qui différencie cette activité de l'agriculture? On est déjà très similaire par rapport à des éleveurs. Alors, moi, je dirais, on pourrait plus se comparer à des élevages. C'est assez similaire, sauf que nous, finalement, on agit très peu sur la partie alimentation. Parce que la partie alimentation, une colonie d'abeilles, pour son bon développement, il lui faut à peu près 100 kg de miel par an pour vivre. Et nous, du coup, on va récolter 10, 20, 30, 40, 50 kg de surplus, au-dessus de ces 100 kg. Et quand après, nous, on va nourrir les ruches, si une ruche n'a pas assez de nourriture pour passer l'hiver, on peut nourrir 5, 10, 15, 20 kg de nourriture. Mais sur 100 kg de besoins annuels, agir sur 20 kg, c'est pas énorme finalement par rapport à certains élevages où tout est apporté, quoi. Comme vous le disiez précédemment, il faut composer avec l'abeille et c'est jamais acquis. Il y a des années favorables, des années fastes et d'autres non. Voilà. L'année dernière, c'était une année super favorable. Et puis cette année, pour l'instant, c'est une très mauvaise année. Alors qu'est-ce qu'on fait quand les années ne sont pas très fastes? On pleure. De toutes ces larmes. Non, il faut savoir faire comme l'abeille, en fait. C'est aussi ça où l'abeille est vraiment un bel exemple. Parce qu'il faut savoir stocker. Le moment où ça donne, il faut stocker pour garder. Et c'est pas parce qu'on fait une bonne année qu'il faut s'emballer à investir. Il faut savoir dire, on garde. Parce que si l'année prochaine est très mauvaise, au moins on a. Ça me rappelle la cigale et la fourmi. Voilà, donc la fourmi qui stocke et qui vit finalement sur ses réserves. Et vous êtes pareil. Pareil, complètement. Donc il faut savoir être un bon gestionnaire. On fait venir les cadres ici.
On les pousse. Ils sont pris par la machine. Là, ça se déclenche automatiquement. Là, c'est des câbles qu'on a extraits. Ça vibre. Hein. C'est ça. Et en fait, là, on a les couteaux qui remplacent l'ancien geste de l'apiculteur, là, qui coupe la cire au couteau. Là, ça va se couper automatiquement. C'est beaucoup plus pratique. Ouais, c'est beaucoup plus automatisé. Il y a moins de risque de se blesser en même temps. Et donc, quand on récolte, on accumule comme ça. Ici, on peut accumuler jusqu'à 60 cadres de miel. Donc là, on accumule 60 cadres de miel. Moi, ici, avec ça, j'en prends 30. J'en prends 30. Je les pousse. On va faire semblant. Je les pousse les 30 dans la centrifugeuse. Donc ça, c'est une centrifugeuse. Là, bon, je vais le retirer parce que sinon ça va tomber, comme il n'y en a qu'un. Donc je remplis la centrifugeuse, je mets 30 cadres ici, je remets 30 cadres ici, de la même manière. Donc en fait, au fur et à mesure des extractions, ça c'est plein de miel, ça tourne, je re-remplis avec des pleins et je pousse les vides là. Et après, je ferme la centrifugeuse, je mets en route et en fait, le miel va être propulsé sur les parois. Et alors là, voilà, il n'y a pas de tout parce que là on a lavé. Mais ça va sortir ici et normalement en dessous il y a un bac. Et on le récupère ici, voilà. On le récupère là. Ouais. Et après c'est propulsé dans, il y a un moteur. Dans les cuves, voilà. Dans la première cuve. Qui envoie le miel dans la première cuve. Et ensuite en dessous là-bas on laisse entre 24 et 48 heures que le miel décante bien, que les déchets de cire reviennent en surface. Et puis on remplit, si c'est une bonne année, on remplit les fûts. On arrive avec les fûts juste en dessous, on remet une passoire et puis on remplit les fûts. Donc on voit des fûts de 1500 litres, c'est ça? Ouais, là c'est une cuve de 1500 litres. Bon, quand faut faire une très très bonne journée pour la remplir. Oui, ça c'est déjà arrivé, hein, cela dit. C'est déjà arrivé, c'est Oui. déjà arrivé. Cette année c'est pas arrivé. Une année que vous C'est pas une très qualifieriez, bonne année. vous Ouais. qualifieriez Catastrophique. plutôt médiocre. On a vu mieux à cause du temps, de la météo. Oui, à cause du temps, ouais. Ouais. À cause de la météo. Y a-t-il de la concurrence dans votre métier? Oui, il y a des concurrents, mais bon, c'est plutôt des collègues, quoi, parce que le marché du miel, Il y a de la place pour tout le monde. ouais, hein. il y a de la Vous êtes tous animés finalement d'une même passion, donc il y a de la place pour tout le monde. Oui, Ouais. oui, c'est un beau métier. Puis entre la vente sur les marchés, la vente du coup sur les marchés hebdomadaires ou alors sur les marchés annuels, sur les foires ou dans les supermarchés, il y a vraiment plus ici à Chamblac. Bon, Chamblac c'est un peu mieux nulle part, mais on est quand même entre Caen et Rouen. Donc entre Caen et Rouen, il y a quand même de quoi faire pour vendre du miel, quoi. On a également le sentiment qu'il y a une prise en compte de la part des populations qui reviennent à certaines valeurs, celles du bien manger, et le miel passe par là. Et il y a miel et miel justement. Il y a le miel de basse facture, il faut bien dire les choses, et puis il y a le bon miel, celui qu'on peut trouver chez vous. Ouais, c'est gentil, mais oui, c'est vrai. Mais puis c'est vrai qu'en fin 2023, il y a eu quelques manifestations sur Paris, tout ça sur les miels d'importation. Et il y a eu aussi une loi qui est passée au niveau européen, comme quoi il est obligatoire maintenant de noter l'origine des miels dans un pot de miel. Donc ça, c'est vrai que ça nous a quand même été favorable, quoi. Aujourd'hui, les gens font plus attention parce qu'avant, ils se doutaient pas qu'ils pouvaient trouver du miel de Vietnam dans leur pot de miel. Donc aujourd'hui, c'est vrai que dans les rayons, on voit que les gens regardent les origines du miel et puis ouais, font attention, quoi, acheter du miel de producteur. Donc ça, c'est sûr que ça nous est favorable. Surtout qu'on parle de plus en plus des circuits courts. On entend parler du miel de Chine, du miel de Ouais. Vietnam. Ça Bah sonne oui. comme une aberration. Bah oui, c'est un peu Mais absurde. complètement. C'est une aberration écologique de faire venir des miels d'aussi loin. Et puis il y a aussi, nous en fait, à partir du moment où on parle vraiment de vrai miel, j'ai envie de dire, il y a des très bons miels partout dans le monde. Oui, bah oui. Mais le problème qu'on a, c'est que des miels qui vont arriver en France, des miels de Chine qui arrivent en France à des 1,50 € le kilo, on sait très bien que déjà, l'apiculteur chinois, il ne peut pas gagner sa vie à ce prix-là. Et deux, que les importateurs, que certains magouilleurs, machin, mélangent des faux miels, fabriquent des faux miels. Et il y a une technologie du faux miel aujourd'hui qui est très développée.
Donc il y a tromperie sur l'étiquette? Ben, il y a tromperie sur la marchandise, sauf qu'aujourd'hui, le problème, c'est que nous, les fraudes, n'ont pas encore les moyens techniques de bien déceler, parce que c'est toujours le fraudeur qui a un cran d'avance sur les fraudes. Donc maintenant, aujourd'hui, les fraudeurs ont développé des technologies de fraude où nous, bah, en fait, il faut que les fraudes européennes s'équipent de nouveaux matériels pour être sûr de la qualité des miels, quoi. Mais pour le consommateur averti, ça se différencie au goût, à l'arôme? Non, c'est difficile? Ils font ce qu'ils veulent, hein. Ouais. Ils sont très très forts. Ouais. Les miels de synthèse? Oui, c'est des synthèses, mais tellement bien copiées que beaucoup se font avoir, quoi. Oui. D'accord. Tandis que bon, ici, on est garanti d'avoir un bon miel. Bah, Pur oui. miel. Bah, c'est Bah, que du c'est miel. ça. Hein. Et c'est vrai que moi, souvent, on me demande. Parce que par exemple, le miel de tilleul, ça a un goût très mentholé. C'est le nectar de tilleul qui a le goût mentholé. Et des fois, je me rends compte que j'explique pas suffisamment. Et il y a des personnes qui vont croire qu'on a rajouté de l'arôme de menthe dans le miel de tilleul, mais pas du tout. En fait, nous, on récolte le miel, on le met en fût, on fait les étiquettes et on le met en pot, quoi. Donc, on rajoute rien du tout dans le miel. Oui, puis ce qui est bien au producteur local, c'est que les clients qui viennent acheter un miel ici, ils viennent à n'importe quel moment de l'année. On est transparent, on est ouvert sur tout. Oui, c'est ça. Vous leur faites visiter votre entreprise. Donc, oui. Le premier samedi du mois, ça, on ouvre tous les premiers samedis du mois. Et ensuite, on fait aussi des portes ouvertes dans le cadre de la semaine du goût avec l'intercom de Bernay. Et là, les portes ouvertes cette année, ce sera le 5 et le 12 octobre. Donc oui, en fait, c'est un gros investissement cette machine. C'est un gros investissement cette machine, mais finalement, c'est une machine qu'on va utiliser sur l'année entre 4 et 6 semaines, quoi, selon les années. Bon, cette année, on l'a pas utilisé beaucoup. Hein. Si c'est une très bonne année, c'est très rentable, parce que du coup, ça nous permet de faire de bonnes journées, de grosses journées, parce que le miel de printemps, si on l'extrait pas rapidement, il va vite se cristalliser dans les hausses. Donc ça, c'est vraiment une machine qui nous permet de faire du miel, d'extraire le miel rapidement. Alors quelle est la différence justement, quelle est la différence entre le miel de printemps et le miel, je ne sais pas, dire d'été ou d'automne ou... Ben, c'est les fleurs qui sont butinées. Le miel de printemps, dans notre coin, ils vont butiner l'aubépine, pommier, poirier, saule, merisier, alors que toutes les fleurs qui sont au printemps. Alors qu'à l'été, on va être sur le miel de ronce, le miel de trèfle, un petit peu de centauré aussi des fois. Alors c'est toujours assez amusant d'entendre qu'elles vont butiner telle et telle fleur, parce que j'ai dans l'esprit que les abeilles sont libres en fait. On les cantonne pas à une fleur. Si elles ont envie de butiner du bouton d'or ou autre chose, on va pas les enchaîner. Non, comme vous dites, c'est pour ça que le miel de printemps, du coup, on dit pas que c'est telle ou telle fleur, à moins vraiment de le faire analyser. Des fois, il y a des mielés comme en 2023, l'année dernière. L'aubépine a donné vraiment très fortement. Donc en fait, certains apiculteurs ont réussi à récolter un miel d'aubépine pur. Mais souvent, le miel de printemps, on dit que c'est un toute fleur. Mille fleurs, mais un miel de fleurs de printemps, quoi. Oui. Et après, par contre, sur le tilleul, la lavande, nous, c'est vrai qu'on s'en rend compte à l'extraction, à l'odeur, au goût, selon s'il est plus ou moins typé, on va voir qu'il est pur. Et les années où il est moins fort, moins typé, là, on l'envoie en analyse pour être sûr, et s'il n'a pas l'appellation miel de tilleul, admettons, on va lui trouver un autre nom. On n'aura pas le droit de lui donner miel de tilleul si c'est pas un miel pur de tilleul, quoi. Avez-vous l'appellation bio? Non, pour être en bio, il y a 4 critères. Il faut être à 3 km des colzas, il faut qu'on fasse analyser notre cire pour qu'il y ait zéro résidu. Il faut nourrir, si on a besoin de nourrir à la fin de la saison pour qu'elle passe l'hiver, il faut nourrir avec un sirop bio. Et ensuite, il y a le traitement contre les varrois qui se fait à l'acide oxalique. Et en fait, le traitement contre les varrois. Les varrois qui va être un parasite, un petit acarien, un petit parasite qui se développe dans le couvain, qui va se mettre sur les abeilles, qui va sucer les molymphes et qui va les exterminer les colonies. Ouais. Tout ça, il faut traiter dès la récolte d'été. On aura 2 samedis de porte ouverte. Alors là, on explique un peu plus, t'expliques un peu plus le travail sur les ruches, tout ça. Mais sinon, le premier samedi du mois, quand les gens viennent, si Florent est là, on prend le temps de leur expliquer tout, où on en est, ce qu'on fait. Et puis, on va pas cacher les choses. On peut faire le tour de tout. On dit, oui, effectivement, on a des cuves avec de la nourriture pour les abeilles parce que
certains cas particuliers, de certains moments, bah oui, on nourrit nos ruches quand elles font pas de miel et qu'elles vont mourir de faim, on les laisse pas crever de faim. Oui. Quoi. C'est une relation de confiance entre vous et le producteur et le consommateur. C'est important de savoir, c'est important d'être informé lorsqu'on est client, consommateur, consomme-acteur. Mais complètement. complètement. Et puis mettre une image, un nom, un visage derrière un produit, c'est hyper important. Oui. C'est vachement Oui. important parce qu'en fait, notre manière de consommer fait le monde. Et donc, en fonction de ce qu'on consomme, eh ben, on crée une activité où on la laisse mourir, quoi. Et si on veut avoir du lien dans nos campagnes, si on veut avoir des fruits dans nos arbres, parce que des miels étrangers peuvent être très bons, mais si tout le monde achète du miel étranger, il n'y aura plus d'apiculteurs en France. S'il n'y a plus d'apiculteurs en France, demain, il n'y a plus d'abeilles en France, eh ben, tu n'auras plus de fraises dans ton jardin, tu n'auras plus de pommes. C'est tout à fait ça. Donc, chaque pays devrait avoir une politique comme la vôtre, en fait, de promouvoir son propre miel de toutes les façons possibles. Et le développement durable, c'est ça aussi. Oui, c'est ça, oui. Voilà, donc il peut y avoir effectivement des formes de partenariat, mais chacun devrait pouvoir développer ça de la meilleure façon possible. Un bon miel doit-il être conditionné dans des récipients plastiques ou en verre? Bah ça, j'ai envie de dire, c'est un bon miel. J'ai envie de dire, il peut être dans du plastique ou du verre. Ça dépend vraiment des apiculteurs. Nous, on considère pour nous que le miel, on préfère l'avoir dans du verre que du plastique. Et que le plastique, ce n'est plus fantastique. Voilà. Non, mais après, tu as des apiculteurs qui font aussi des bons miels en bon plastique. On va pas dénigrer, hein. Oui. Mais C'est un choix. Ça dénature C'est un un peu peut-être, parce que quand on parle d'un bon produit, du miel, bah, le plastique, ça appuie vraiment la cote aujourd'hui. bah, nous, personnellement, on trouve ça dommage de mettre du miel qui est un produit si beau dans du plastique, quoi. Plastique, après, ouais, c'est sûr qu'après le verre ça coûte plus cher. Hein. Le plastique, tu vas avoir ton pot imprimé, tout ça, ça vaut peut-être aussi moins cher. Nous, c'est vrai qu'on se rajoute des charges entre le pot vert, l'étiquette, le machin, la bande de garantie, ça coûte un peu plus cher, mais bon, pour nous c'est important. Est-ce vrai que le miel doit être consommé à partir d'une petite cuillère en bois, ou alors c'est peut-être une image, ça, et non avec une cuillère en inox? Bah, moi, j'ai jamais vu les études scientifiques qui montrent. En fait, on voit ça dans certaines revues. Mais, Ou dans les livres pour enfants, Winnie l'ourson, par exemple? je demande d'avoir les études scientifiques, quoi. Parce qu'en fait, on entend beaucoup de choses et Puis c'est tellement et rapide, il y a très peu quoi. d'études. C'est pas comme si la cuillère restait dans le pot de miel, on mange direct. Oui, et C'est puis, exactement ça, en fait. Bah oui. et ça coule moins autour. Bah oui. Et puis, Et là, puis après, quand on a un miel crémeux aussi, parce que moi j'ai habité en Hongrie et du coup, là-bas, il y a beaucoup le petit, je sais pas comment ça s'appelle. La cuillère à miel, La quoi. cuillère à miel, mais là-bas, ils ont du miel d'acacia, c'est liquide. Donc c'est génial, c'est super beau comme objet et tout. Mais nous, si le miel il est cristallisé. Ah oui, c'est plus facile avec un miel liquide qu'avec un miel crémeux, quoi. Ah bah voilà. Bon, après, Le crémeux, après bah, rester accroché, quoi. il y a les goûts, les couleurs. Des gens qui préféreront effectivement déguster un miel crémeux, un miel qui se tient, plutôt qu'un miel liquide, au risque d'en mettre un peu partout. Ouais, c'est ça. Ouais. Voilà. Et les miels Faut en faire liquides, en pour tout fait, le monde. l'acacia est un miel liquide, mais qui cristallise avec le temps. Ah oui. Et après, c'est certaines personnes qui vendent des miels liquides toute l'année, bah, ils sont tout bonnement chauffés pour rester liquides. Donc, nous, on préfère diriger la cristallisation d'un miel pour qu'on ait une belle cristallisation qui soit crémeuse et qui puisse être stable dans le temps, plutôt que de dire on réchauffe des miels tout le temps pour dire les gens veulent du miel liquide, bah, nous, on vous le réchauffe. Mais bah, on perd en qualité, quoi. Le miel peut être consommé de toutes les façons, hein. Il peut être consommé sur une biscotte, une bonne tartine de pain aux céréales, pain grillé, et j'en passe aussi dans des desserts. Ou tout bonnement la petite cuillère. Oui, il se décline sous différentes Ouais, façons, ou sur dans la une viande infusion. aussi, Oui. si on mange de la viande, le poulet en sauce, si on fait une petite sauce miel, moutarde, romarin, c'est très bon sur le poulet. Sans mode de conservation, surtout pas au frigo. Non, moi je conseille toujours en... Non, mais là, c'est pareil, on entend tout. En fait, ce que le miel n'aime pas, c'est les variations de température. Oui. Un miel au frigo, à 5 degrés, bah, en fait, il y a aussi des gens qui disent ça parce que ça les arrange. Mais un miel, si on consomme peu de miel, il vaut mieux qu'il reste au frigo à 5 degrés, sans variation de température, à l'abri de la lumière. Il va bien mieux conserver ses enzymes, les oligo-éléments et tout ça. Ils vont bien mieux se conserver que le miel dans le placard au-dessus du four. Ah oui.
Effectivement, oui. qui va se prendre, tu fais le dimanche, tu allumes ton four, et ton miel il va monter, il va descendre, et ça c'est pas bon. Ouais. Non, si, du miel, et nous c'est aussi pour ça on a le projet après d'investir dans un stock de miel fermé pour pouvoir encore gagner en qualité et éviter nos pics de chaleur. Et un miel que tu gardes à 5 degrés au frais, il se garde encore plus longtemps. Son mode de conservation, des mois, des années? Ouais, alors nous c'est 2 ans. 2 ans à la mise en pot. Le plus important, c'est l'humidité. Plus le miel est sec, mieux il va se conserver longtemps. Donc c'est pour ça que nous, dans le travail du miel, c'est de bien récolter le miel sur les ruches, quand il est mûr sur les ruches. Et quand après on le ramène ici à l'extraction, c'est de bien avoir une atmosphère sèche, donc d'assécher l'air des pièces dès qu'on a du miel, pour que surtout notre miel ne reprenne pas d'humidité. Et puis, l'idéal, c'est qu'il en perde un petit peu. Plus on va se rapprocher d'un miel aux alentours de 16,5 d'humidité, plus on va avoir des miels qui vont se conserver longtemps et qui vont être stables. Enfin, on imagine fort bien que, je dis ça, mais un miel comme le vôtre, il va pas rester très très longtemps sur la table. Hein. Voilà. C'est le but. Voilà. Alors, vous faites pas les marchés, vous? Céline fait quelques petits marchés locaux pour se faire connaître. Autour d'ici, Jean-Blac, Broglie? Oui, mais c'est des petites fêtes communales, plus pour se faire connaître, Oui. en fait. Et après, nous, on commercialise plutôt en magasin, quoi. Vous n'avez pas besoin, vous êtes déjà connu, en fait. Non. On a toujours besoin de se faire connaître. Oui, qu'il y a parce que beaucoup rien de n'est gens. acquis, hein, parce que si on est dans un magasin, on n'est jamais sûr que ça fonctionne dans un magasin. Hein. Oui. Donc il faut toujours développer, il faut toujours démarcher, il faut toujours... Mais enfin, vous avez aujourd'hui les réseaux sociaux qui font un ça sacré aide, travail ça de aide promotion. bien. Mais puis c'est vrai que les clients, ils aiment bien aussi, parce que le fait de publier des photos de ce qu'on fait aux ruches, machin, c'est toujours dans l'idée d'être transparent et de montrer ce qu'on fait aux ruches, quoi. Donc les réseaux sociaux... C'est vrai que Céline, elle essaye de faire régulièrement, à chaque période de l'année, enfin même chaque semaine, de retracer des posts avec les photos de ce qu'on fait quand on transhume, quand on récolte, quand on est dans l'élevage de rennes. C'est vrai que ça, pour les consommateurs, c'est sympa parce que ils peuvent nous suivre un peu tout au long de l'année, quoi, de se dire, tiens, en ce moment, ils font ça, et... Céline est spécialiste en communication. Ah, c'est la reine de la com. Une abeille, mais c'est la reine quand même. Voilà, ce sera peut-être le mot de conclusion avec votre contact à rappeler. Ouais, la miellerie de Chamblac. La miellerie de Chamblac, sur Facebook, la miellerie de Chamblac, et sinon directement à la miellerie le premier samedi du mois, route du Château d'Eau à Chamblac, ou sinon sur rendez-vous, vous m'appelez, mon numéro de téléphone sur les pots, puis on convient d'un rendez-vous pour que vous veniez à la miellerie. Pardon. Céline et Florent, merci beaucoup pour ce long format de Terre de Talent Bernay consacré au miel. Céline et Florent, il ne nous reste plus qu'à vous remercier pour Terre de Talent Bernay pour ce long format très très intéressant. Merci de nous avoir reçus avec autant de chaleur dans votre miellerie ici au Chamblac. Et nous espérons bien sûr nous revoir pour d'autres occasions. N'hésitez pas à nous contacter. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir, puis à bientôt. Au revoir.